Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Combien le Sénégal compte-t-il de morts depuis début juin? Alors il y a une vraie bataille de chiffres entre les différentes institutions. Le gouvernement dit 16 morts, Amnesty International dit 24 et l'opposition au pouvoir avance le chiffre de 30 décès depuis donc le 1er juin et les émeutes qui ont eu lieu dans le pays après l'annonce de l'inéligibilité du principal opposant au président actuel Macky Sall. Le principal opposant s'appelle Ousmane Sonko et il a donc été condamné pour des faits de viol. Tout cela intervient bien sûr dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle 2024, élection à laquelle le président en place Macky Sall pourrait peut-être se représenter malgré le fait qu'il ait déjà enchaîné 2 mandats consécutifs et que donc normalement la Constitution l'interdit. Alors on va voir, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce pays très proche de la France et longtemps cité en exemple démocratique pour l'Afrique, et nous sommes ce matin pour le comprendre avec Pierre Derbès. Bonjour Pierre Derbès. Bonjour. Vous êtes donc... Je vous en prie, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en intelligence économique, fondateur du cabinet Derbès Conseil, diplômé de la Sorbonne Paris 4 et de l'école de guerre économique. Et puis vous contribuez à plusieurs revues, on va citer entre autres Conflits, Atlantico, Contrepoint, Jeune Afrique. Alors premièrement, voilà, on a tendance à connaître assez mal les politiques intérieures africaines en France, mais on sait que le Sénégal a longtemps été cité en exemple de démocratie en Afrique. Il y a notamment jamais eu de coup d'État encore, en tout cas pour l'instant, dans ce pays. Alors comment est-ce qu'on explique cette crise politique profonde que traverse le Sénégal, alors qu'il a longtemps été un pays plutôt tranquille de ce point de vue-là? Alors, c'est multifactoriel. Maintenant, on a on a un retour finalement assez, je dirais pas biaisé, mais partiel de la situation, dans la mesure où effectivement la répression aux émeutes, qui sont des émeutes, il faut quand même le rappeler, de Macky Sall, face à Macky Sall, sont draconiennes, c'est vrai. Mais face à Macky Sall, on a une opposition qui est démagogue, qui est pré-révolutionnaire par certains aspects, et que l'on tend à considérer comme quasiment légitime, alors que on n'est pas non plus sur des procédés ni des personnalités tout à fait régulières. Et là, je pense à Ousmane Sonko, qui est une personnalité anti-française, qui effectivement a été condamné. Alors, qui n'a pas été condamné pour viol, voilà, si je puis me permettre. Voilà, faut préciser. Alors, il n'a pas été condamné pour viol. Il a été condamné. Enfin, effectivement, il aurait violé une femme. Il a été condamné pour corruption de morale, ça, ou corruption de mineurs. Corruption de la jeunesse, oui. Voilà. Et si ma mémoire est bonne, c'est un acte délictueux qui ne l'empêche pas de se présenter. En tout cas, pas encore. Alors, il y a d'autres affaires, également une affaire de, comment dirais-je, pardonnez-moi, de diffamation vis-à-vis d'un ministre qui est réel également. Et on a aussi, c'était aussi également une personnalité qui a menacé le président de mort. On se rappelle il y a 6 mois, lors d'une réunion publique, qu'il avait dit littéralement soit Macky Sall nous tue, soit nous le tuons. Attention, je ne justifie pas nécessairement la répression extrêmement sévère des manifestations, mais il est réel qu'on a un mouvement d'opposition, en tout cas le PASTEF, Sonko et ses alliés, et ceux qui le soutiennent, un mouvement qui est dans une démarche qui, du point de vue du pouvoir aussi, est potentiellement pré-insurrectionnel. Et ce qui peut faire comprendre également pourquoi la répression est aussi sévère. Et il faut rappeler que les émeutiers sont également violents et qu'il y a eu des dizaines de policiers blessés. Je ne suis pas en train de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais il est je trouve assez invraisemblable qu'une partie des médias considère qu'un opposant est légitime sur la simple base qu'il est opposant. Maintenant, sur la question du 3e mandat. Alors, on ne sait pas si Macky Sall sera éligible à un 3e mandat. Se présentera à un 3e mandat. Maintenant, est-ce un vrai débat? Il est vrai que la révision constitutionnelle de 2019, voulue par Macky Sall, d'ailleurs, limite, comment dirais-je, à 2 mandats, la capacité de présentation d'un président. Maintenant, le débat porte sur est-ce que la révision constitutionnelle remet les compteurs à zéro. C'est ça le débat. Moi, je ne suis pas juriste et encore moins juriste constitutionnel sénégalais, donc c'est pas mon affaire, mais c'est un débat. Maintenant, présenter ça comme une crise démocratique, ça me semble un petit peu exagéré, dans la mesure où, si les Sénégalais ne veulent pas de Macky Sall, ils ne voteront pas pour lui, si jamais il se présente, car il ne s'est toujours pas déclaré, même si effectivement il n'a pas été clair là-dessus.
Mais s'il se présente, eh ben les Sénégalais pourront toujours dire non. Et maintenant, un troisième mandat, on en fait beaucoup de, comment dirais-je, on fait une grande affaire, mais c'est assez courant. Je veux dire, en France, on est limité à 2 mandats. Le président n'est limité à 2 mandats que depuis 2008. En Allemagne, Angela Merkel a enchaîné 4 mandats. Enfin, c'est pas des dictatures. Ce que je veux dire, c'est que après effectivement, cette tendance à se présenter pour un troisième mandat est une tendance d'ailleurs, on va dire, de fond qu'on a revu régulièrement en Afrique ces dernières années, avec de vrais débats là-dessus. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est habile? Je ne sais pas. Parler de menace pour la démocratie, ça me semble un petit peu surfait. La menace, la problématique démocratique, elle portait davantage sur les violences qui ont lieu dans les rues, effectivement, puisque c'est un débat et de toute façon, si Macky Sall est réélu, absolument. Mais là, dans les rues, encore une fois, vous avez des opposants qui annoncent vouloir prendre le pouvoir par la rue. Mais c'est pas forcément une critique contre le pouvoir en tant que tel, c'est plus bien sûr. Violences, alors oui, on peut dire qu'il y a une menace de la démocratie aussi vis-à-vis concernant l'opposition. Voilà. Qui annonce vouloir prendre le pouvoir par la rue, qui commet des violences, qui menace les représentants des institutions, ce qui entraîne, après on est en Afrique et qui a un rapport aussi à la démocratie qui est assez particulier. Ouais. C'est culturellement, c'est une approche qui est différente de la nôtre. Enfin, personne peut remettre ça en question. Maintenant, il faut regarder également certains faits. C'est qu'on a une opposition. Et attention, je veux pas de bons points de légitimité concernant une donne politique en tant que telle. Mais on a une opposition qui annonce vouloir prendre le pouvoir violemment, et un gouvernement qui riposte lui aussi très violemment. Est-ce que un peu de mesure ne serait pas de bonne loi dans cette affaire? Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que les choses vont se calmer ou pas? Je ne sais pas. On se rappelle qu'en 2012, lors de la passation de pouvoir du président Wade, les choses aussi avaient été assez avaient été assez compliquées. Et le président Senghor aussi était resté pendant des décennies au pouvoir. Il y a plusieurs éléments qui permettent de penser que les choses pourraient s'apaiser, d'autres qui font craindre effectivement une montée des violences. On ne sait pas. Ce qui est réel, c'est que on est sur un pays qui compte, comme beaucoup de pays dans le Sahel, 40% de jeunes de moins de 14 ans, 75% de jeunes de moins de 35 ans. Donc on est sur un pays effectivement qui peut très rapidement s'enflammer. Maintenant, après, l'argument qui voudrait que Ousmane Sonko soit très suivi par la jeunesse, n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où c'est un pays qui est composé à 75% de jeunes. Donc oui, n'importe quelle politique est très suivie par la jeunesse, oui. C'est l'inverse en France d'ailleurs. Oui, effectivement. Maintenant, certaines personnes ont également noté les liens anciens d'Ousmane Sonko avec le salafisme. Là-dessus, je suis assez prudent. Je ne pense pas qu'on puisse craindre. Enfin, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut craindre via des désordres une contamination djihadiste au Sénégal? Je ne pense pas. C'est un pays dans lequel l'islam est encore très très je dirais corseté, très très enchâssé dans l'islam confrérique, qui est un islam traditionnel, modéré et pas du tout comment dirais-je, même en porte-à-faux avec le salafisme. C'est vrai que depuis 30 ans, comme dans le reste de l'Afrique, le salafisme aussi a progressé, beaucoup moins qu'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de certains risques, mais on peut être raisonnablement optimiste concernant une stabilité à long terme du pays, au moins sur ce point de vue. Maintenant, est-ce que on est à la veille d'une crise post-électorale? Oui, effectivement, c'est pas à mettre de côté. Maintenant, où sont les responsabilités? Ça, c'est plus complexe et ça serait bien effectivement qu'il y ait une approche un peu plus rationnelle que celle qu'on a, où on nous présente une révolution pour la démocratie, ce qui n'est pas exactement le cas. Oui, on a tendance à présenter les choses de manière extrêmement binaire d'ailleurs et à rivaliser en arguments émotifs. D'ailleurs, l'avocat de Ousmane Sonko en France, Juan Branco, a annoncé le pouvoir en place de crimes contre l'humanité, enfin accusé, pardon. Et oui, mais ça
ça participe pas effectivement à l'apaisement du débat. Exactement. Juan Branco qui avait été expulsé du Sénégal, expulsé du Sénégal après avoir qualifié Macky Sall de tyran. Enfin, il y a mieux pour arriver dans un pays. Oui. Qui radicalise la population, qui prononce des discours dont il n'assume pas les conséquences, car étant en France, ce qui en termes déontologiques est discutable, qui souffle sur la braise comment dirais-je, une situation dans laquelle il est une sorte d'électron libre à laquelle il est extérieur. Effectivement, c'est l'avocat d'Ousmane Sonko, donc il est concerné, mais ces tweets donnent l'impression qu'il est devenu une sorte de meneur révolutionnaire. Oui, alors qu'il agit depuis la France, oui. Voilà, alors qu'il agit depuis la France, alors qu'il n'avait jusque-là pas particulièrement de spécialité ou d'éthos africain ou autre, et le voilà, comme beaucoup d'ailleurs comme certaines rédactions parisiennes, à nous rejouer en fait un épisode révolutionnaire qui les fascine, dirait-on, alors que non, la situation n'est pas aussi simple que ça. Et beaucoup moins binaire. Je voulais revenir avec vous notamment sur une des choses un des aspects de l'Afrique qui est extrêmement peu représenté dans les médias en France, c'est le fait ethnique. Alors ça, c'est l'un de nos meilleurs africanistes qu'on reçoit souvent ici, Bernard Lugan, explique souvent que en Afrique, l'ethnie n'explique pas tout, mais rien ne peut s'expliquer sans le fait ethnique. Est-ce que là aussi au Sénégal, dans cette crise politique, il y a une dimension ethnique des tensions entre différents peuples, qui a d'ailleurs été exacerbée par le fait qu'on ait installé la démocratie dans de nombreux pays? Alors, vous avez effectivement au Sénégal une certaine donne ethnique. Pour autant, elle est un peu moins, comment dirais-je, de mon point de vue, après peut-être que je me trompe, les tensions ethniques sont quand même un peu moins fortes au Sénégal que dans d'autres pays. Et là où dans d'autres pays, on voit les tensions ethniques, et en ce moment, notamment des tensions entre agriculteurs et pasteurs, et donc entre Peuls et d'autres types d'ethnies. Alors attention, je schématise beaucoup. Il y a d'autres types de tensions ethniques dans d'autres pays d'Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Mais une grande partie des tensions ethniques qui vont donner une radicalisation djihadiste sont dues à cette rivalité entre pasteurs et agriculteurs sédentaires. Bambara, Dogon contre Peuls, mais aussi Touareg, ou si on va plus loin, d'autres ethnies. En Guinée, tout comme au Sénégal, on remarque que les Peuls sont peut-être plus présents, peut-être plus intégrés. Le président actuel lui-même appartient entre guillemets à une minorité. Je crois qu'il est Serrère Peul, si je me trompe pas. Donc comment dirais-je, on n'est pas dans un pays qui a majorité wolof. Est-ce qu'il faut voir derrière ces manifestations l'éruption d'un fait ethnique, comment dirais-je, en tout cas dans mon travail sur le pays. Alors j'ai beaucoup travaillé sur certains faits ethniques et sur à l'origine de crise dans d'autres pays. Dans le Sénégal, ça m'est pas apparu comme un fait saillant. Peut-être que je me trompe après là-dessus, mais j'ai pas à ce stade en tout cas identifié comment dirais-je des tensions ethniques derrière ces manifestations. C'est vraiment une question politique, entre partis politiques. Entre partis, oui, on peut dire ça. Entre partis politiques, et surtout entre une personne, un démagogue, un populiste, et un président. Il faut quand même. Il y a une donne qu'il faut prendre en compte, et qui d'ailleurs va qui s'ajoute en même temps que le fait ethnique et dans toute l'Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas en toute l'Afrique, c'est que vous avez une comment dirais-je, donc une classe urbaine jeune, diplômée en quelque sorte, diplômée mais inemployable, que ce soit en Afrique mais aussi en Europe, qui donc connaît un chômage de longue durée, en retire beaucoup de frustration, qui est très connecté, en tout cas par rapport au reste de l'Afrique, et qui est très sensible aux opérations d'influence,
et dont la frustration la rend facilement radicalisable. Donc c'est là-dessus que certains compétiteurs stratégiques de la France, dont la Russie, mais pas uniquement d'ailleurs, ont capitalisé pour faire, comment dirais-je, ressortir, propager ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Et c'est ce que font certaines personnalités comme Ousmane Sonko, qui surfent sur ces frustrations pour se créer une base électorale, voire insurrectionnelle. Et c'est une des clés. Est-ce que maintenant ça va se compliquer, en tout cas au Sénégal, d'un fait ethnique? À ce stade, ça m'a pas semblé saillant. Ça pourrait l'être. Je pense qu'à ce stade, on est plutôt sur une division politique. Il est pas impossible de voir se discerner des zones de partage ethnique à venir. Pour l'instant, c'est pas encore saillant à mon sens. C'est pas saillant, c'est plus politique. Et puis on a bien saisi l'importance, la dimension géostratégique, y compris pour la France, qui peut être menacée. Et d'ailleurs, ça explique, alors même si les médias sont plutôt favorables à Ousmane Sonko, sur le plan institutionnel, la France reste prudente sur cette question. Merci beaucoup, Pierre Derbès. On aura l'occasion de suivre cette situation avec vous et puis plus généralement les autres zones en Afrique. Je rappelle que vous êtes donc expert en intelligence économique, fondateur du cabinet Derbès Conseil, diplômé de la Sorbonne Paris 4 et de l'école de guerre économique, et que vous contribuez dans plusieurs revues, notamment Conflit Atlantico, Contrepoint ou encore Jeune Afrique. Merci à vous.